Merci, Maître Alice Potiamar. À présent que les résultats, bien que provisoires, sont connus, qu'en pensez-vous et quelle attitude allez-vous adopter une fois leur officialisation annoncée et très probablement pour demain samedi? La réalité, c'est que nous restons dans l'optique de dire que le régime a sa logique et nous devons avoir notre logique. Ils vont procéder tel qu'ils sont en train de faire et nous sommes dans la logique de dire ils doivent partir. Et ils savent qu'à la veille de cette élection, les Congolais étaient sur le point de mettre fin à ce régime. Ils ont pris peur. C'est pour cette raison qu'ils ont organisé les massacres des jeunes et qu'ils ont exposé en profanant les dépouilles de ces jeunes sur les places publiques. Si ce régime n'avait pas été informé de la disposition d'esprit du peuple congolais d'aller dans la rue et de le chasser comme on l'a vu dans d'autres pays, il n'aurait pas organisé les massacres des Koulouna, l'opération Zéro Koulouna dont nous avons longtemps parlé avec vous. Donc cette opération avait pour seul objectif de désamorcer l'élan du peuple congolais qui commençait à se libérer et qui attendait cette occasion-là pour se libérer définitivement. Alors, quand vous êtes un responsable politique et que vous connaissez cet état d'esprit des populations, vous n'allez pas vous fourvoyer, soit en participant à l'élection, pour l'appeler, pour emprunter leur vocabulaire, soit en participant à cette élection, ou encore en donnant un tant soit peu de crédit aux résultats qui seront annoncés. Nous sommes en phase avec le peuple congolais qui attend l'occasion de se libérer et nous, en tant que responsables politiques, continuerons à faire le travail de conscientisation nécessaire pour permettre aux personnes de comprendre la nécessité de ne pas attendre trop longtemps et de se libérer le plus rapidement possible de ce régime parce que toutes les fois, surtout pour ceux qui ont souscrit à la logique du calendrier électoral, donc qui considèrent que toutes les fois que le régime a organisé sa farce et a annoncé les résultats, on considère qu'il a droit à 5 ans. Il n'a droit à rien. Il n'a droit à rien. C'est un régime qui est illégitime. Et encore qu'ils auraient même pu avoir cette légitimité, supposons qu'ils aient eu la légalité des urnes et la légitimité qui va avec. Mais leur incompétence les disqualifie. Même à considérer que les élections antérieures ou que celles-ci aient été libres et transparentes et qu'elles entrent dans la légalité républicaine, mais leur seule incompétence les disqualifie. Maître Charles Alice Potiamar, bonjour. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci, avocat au barreau de Paris et du Québec, expert en relations internationales et en diplomatie, leader des patriotes. Après avoir appelé à la désobéissance civile et tenté de mobiliser l'opinion publique congolaise à chasser le pouvoir PCT, en octobre dernier, vous avez disparu des radars. Aucune autre action sur le terrain. On n'a plus entendu parler de nouvelles orientations ni d'appel à l'annulation du processus électoral que tous les Congolais ou presque savaient biaisé, ni même un appel au boycott ou de consigne de vote. Qu'est-ce qui peut expliquer cette position? Bon, d'abord, je relève que vous dites que j'ai disparu des radars. Bon, Bon, ma enfin, longue entre-temps, bien pratique. entendu, hein, pendant ce processus-là, c'est-à-dire pendant le scrutin et disons bien juste avant le scrutin, pendant le scrutin. Bon, là, vous revenez, c'est bien, mais est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est quoi cette posture? Bon, déjà, là, c'est plus précis parce que vous parliez du mois d'octobre et on aurait eu l'impression que pendant la période de novembre à aujourd'hui, que je ne m'étais plus exprimé.
Et je suis passé sur votre propre antenne il y a, je pense, 2 ou 3 semaines en arrière, donc juste une semaine avant l'ouverture de la campagne, et j'ai pris position à cette occasion-là. Je l'ai également fait sur la chaîne de télévision Télé Sud, où d'ailleurs j'expliquais que le peuple congolais se trouve exactement dans la position dans laquelle se trouvait Kunta Kinte. Ça veut dire que c'est cet esclave, vous vous souvenez de la série, qui avait réussi à s'évader et contre lequel le maître avait mobilisé tous les moyens à sa portée pour le capturer de nouveau. Et une fois qu'il avait capturé, on l'avait amputé d'un pied, et cela, c'était pour l'empêcher de fuir de nouveau. Et le peuple congolais, qui avait été brimé pendant très longtemps, privé de libertés individuelles et collectives pendant presque 30 ans sous le monopartisme, avait réussi à recouvrer sa liberté en 1992. Et en 1997, donc de 92 à 97, ceux qui le tenaient pour prisonnier pendant la période après l'indépendance jusqu'à la conférence nationale n'avaient pas accepté que ce peuple se libère. Et ils ont utilisé tous les moyens pour le remettre de nouveau en captivité. Et c'est la situation d'aujourd'hui. Mais c'est un peuple avec toujours le parallèle avec le personnage de Kunta Kinte, qui reste épris de liberté, qui n'a jamais abdiqué et qui continue à mener cette lutte-là. Alors, quand on parle d'un peuple qui mène une lutte pour sa liberté, et qu'on nous parle du contexte électoral que vous venez de rappeler, pour nous, c'est un non-événement. Je l'ai dit avant les élections et je le redis maintenant, c'est un non-événement parce qu'il faut tenir compte de la logique des forces politiques en présence. Nous avons un système qui est revenu par la guerre au pouvoir, qui se maintient par la force et qui organise des parodies électorales dans le but de se donner une sorte de crédibilité internationale. Mais le régime en lui-même est un régime qui est violent. C'est un régime qui brille par une incompétence technique et particulièrement dans le domaine de l'économie. Et donc, ce régime ne change pas de nature. Et pour les forces qui combattent ce régime, nous ne pouvons pas nous tromper. On ne peut pas faire comme les oppositions congolaises ont fait jusqu'à présent. Donc, lorsqu'il y avait une élection, on se comportait comme si c'était véritablement une élection. Et après l'élection, on attendait l'élection suivante. Nous sommes dans une logique de dire que ce régime est dans la continuité de sa logique depuis 1997. Nous devons être dans la logique de le mettre hors d'état de nuire à n'importe quel moment, quel que soit ce qu'il peut organiser comme mécanisme pour voiler la vérité. Donc, ce moment est en train de passer, ce moment va passer, ce régime, en particulier son chef, Monsieur Denis Sassou Nguesso, doit partir. Donc, que ce soit pendant cette période, avant qu'on ne confirme son résultat, après qu'on ait confirmé son résultat, après son investiture, il doit partir. Il doit partir, vous insistez là-dessus. Et certaines langues ont cru que vous vous étiez aligné derrière le candidat Mavungu Mabio. Et d'ailleurs, les vidéos circulent sur la toile. Qu'en Je dit-on? n'ai jamais commenté, cette information. Je regrette d'ailleurs que vous la rameniez parce que vous lui donnez un brin de crédibilité en Non, mais l'évoquant. la vidéo Mais circule, hein, elle est là, on vous voit en gros plan, là, dans une salle avec Madame. la réalité de cela est que j'entretiens des relations personnelles avec M. Mabio. Et nous avons évidemment des relations politiques de l'ordre de l'opposition jusqu'à avant l'élection présidentielle. Donc la vidéo dont vous parlez est une vidéo vieille de 9 mois.
À l'époque, je me souviens que j'étais en séjour au Congo. J'étais arrivé une semaine après, il organisait une activité politique. Nous étions ses invités d'honneur avec le doyen Mirassa. Et dans la salle, on a pris ces images et je suis surpris de voir qu'on montre mon image et on ne montre pas le doyen Mirassa qui était dans la salle. Donc, c'est pas, ça n'a pas été fait au moment de l'élection, ça a été diffusé ou ça a circulé massivement au moment de l'élection, mais c'est une image vieille de 9 mois en arrière. Je veux me permettre de proposer cette image à nos téléspectateurs, question de les mettre dans le contexte, et puis on revient sur le plateau. Suivez. Si nous étions dans une salle de classe ou un amphithéâtre, encore que le PCT ne pouvait pas arriver à l'université, le verdict serait implacable. Voici le bulletin de notes du PCT après plus d'un demi-siècle de gouvernance. Électricité, 0. Eau potable, 0. Emploi, 0. Route, 0. Agriculture, 0. Éducation, 0. Santé, 0. Sport, 0. Production industrielle, 0. Et la somme de tous ces zéros-là égale 0. Donc la fracture sociale est telle que la devise de notre République a changé dans la voix du peuple. Tout pour les gouvernants, rien pour le peuple. Espoir ici, désespoir là-bas. Alors, maître Alice Potiamar, vous êtes en train de dire que c'est simplement une manipulation, c'est ça? Mais pourquoi? Pour quelle raison, selon vous? Je ne sais pas qui a décidé de diffuser l'image à ce moment-là, mais la réalité, c'est celle que je vous dis, c'est une image vieille de 9 mois en arrière. Je ne pourrais pas prétendre que d'associer mon image aurait augmenté la popularité du candidat ou quoi que ce soit, mais la réalité est que je considère qu'il n'y a pas eu élection. J'ai dit à votre antenne qu'il n'y aura pas élection. Ce n'est pas une élection. D'ailleurs, les Congolais ne s'y sont pas trompés. Ils ont massivement boycotté cette élection. Alors, il aurait été inconvenant que, d'une part, d'ailleurs, que moi-même, je ne participe pas à l'élection en question pour aller soutenir un candidat. C'est un non-sens. Merci, maître Alice Potiamar. À présent que les résultats, bien que provisoires, sont connus, qu'en pensez-vous et quelle attitude allez-vous adopter une fois leur officialisation annoncée et très probablement pour demain samedi? La réalité, c'est que nous restons dans l'optique de dire que le régime a sa logique et nous devons avoir notre logique. Ils vont procéder tel qu'ils sont en train de faire et nous, nous sommes dans la logique de dire ils doivent partir. Et ils savent qu'à la veille de cette élection, les Congolais étaient sur le point de mettre fin à ce régime. Ils ont pris peur. C'est pour cette raison qu'ils ont organisé les massacres des jeunes et qu'ils ont exposé en profanant les dépouilles de ces jeunes sur les places publiques. Si ce régime n'avait pas été informé de la disposition d'esprit du peuple congolais d'aller dans la rue et de le chasser comme on l'a vu dans d'autres pays, il n'aurait pas organisé les massacres des Koulouna, l'opération Zéro Koulouna dont nous avons longtemps parlé avec vous. Donc cette opération avait pour seul objectif de désamorcer l'élan du peuple congolais qui commençait à se libérer et qui attendait cette occasion-là pour se libérer définitivement. Alors, quand vous êtes un responsable politique et que vous connaissez cet état d'esprit des populations, vous n'allez pas vous fourvoyer, soit en participant à l'élection, pour l'appeler, pour emprunter leur vocabulaire, soit en participant à cette élection, ou encore en donnant un tant soit peu de crédit aux résultats qui seront annoncés. Nous sommes en phase avec le peuple congolais qui attend l'occasion de se libérer et nous, en tant que responsables politiques, continuerons à faire le travail de conscientisation nécessaire pour permettre aux personnes de comprendre
la nécessité de ne pas attendre trop longtemps et de se libérer le plus rapidement possible de ce régime, parce que toutes les fois, surtout pour ceux qui ont souscrit à la logique du calendrier électoral, donc qui considèrent que toutes les fois que le régime a organisé sa farce et a annoncé les résultats, on considère qu'il a droit à 5 ans. Il n'a droit à rien. Il n'a droit à rien. C'est un régime qui est illégitime. Et encore qu'ils auraient même pu avoir cette légitimité, supposons qu'ils aient eu la légalité des urnes et la légitimité qui va avec. Mais leur incompétence les disqualifie. Même à considérer que les élections antérieures ou que celles-ci aient été libres et transparentes et qu'elles entrent dans la légalité républicaine, mais leur seule incompétence les disqualifie. Ces personnes ont désossé l'État. Ils ont complètement désorganisé la société. Dans le domaine économique, qui est le domaine pilier de la vie, nous voyons ce que ces gens font. Ils sont d'une incompétence que vous ne pouvez pas qualifier. Ils sont d'une incompétence incommensurable. Comment vous expliquez qu'un pays avec autant de ressources et une si petite population, avec toutes les opportunités qu'il y a eu, le boom pétrolier au début des années 2000, qui a fait, parce qu'il faut s'en souvenir, M. Perrin, au début des années 2000, jusqu'à l'entrée de la première décennie de ce siècle, donc pendant presque 10 ans, le Congo s'est retrouvé avec un baril de pétrole qui, à certains moments, dépassait les $100 pour atteindre jusqu'à $120, et à d'autres moments, il oscillait autour de ces $100, à telle enseigne que le budget de l'État congolais, qui, au moment où le président Pascal Lissouba partait en 1997, ce budget était à 600 milliards de francs CFA. J'arrondis, 500 et quelques, mais j'arrondis à 600 milliards de francs CFA. En 2003-2005, ce budget est arrivé jusqu'à 4 000 milliards de francs CFA. À telle enseigne que le gouvernement était obligé de reconnaître qu'il y avait des excédents de recettes pétrolières. Et les excédents qui étaient déclarés, tenez-vous bien, c'était après qu'on ait fait toutes les majorations possibles de dépenses. Mais on n'arrivait pas à absorber toute la manne disponible. Et donc, on a fini par reconnaître ces excédents. D'où les 14 000 milliards dont vous parlez souvent, donc le compte spécial qui avait été créé pour loger ces excédents. Alors, quand vous avez des gens qui sont incapables de gérer des excédents, ils ont réussi à ramener le Congo des excédents à une crise qui dure aujourd'hui depuis quoi? 12 ans maintenant. Et donc, cette incompétence à elle seule suffit à justifier le départ de ces personnes à n'importe quel moment. Le peuple est souverain. Donc, ce n'est pas parce qu'une poignée d'individus vient déclarer des résultats qu'un peuple tout entier va s'incliner. Le peuple congolais n'a pas voté, tout le monde l'a vu, donc ils peuvent déclarer ce qu'ils veulent. Le peuple reste souverain et à n'importe quel moment, il devra faire partir M. Sassou Nguesso. Oui, mais Maître Alice Potier-Amar, après l'annonce de ces résultats, bien que provisoires, je l'ai dit tout à l'heure, dans d'autres pays, on aurait vu l'opposition politique prendre, pourquoi pas, la rue organisée, les manifestations pacifiques, je dis bien pacifiques. Qu'est-ce qui peut expliquer évidemment la passivité des opposants congolais, dont vous faites partie, bien entendu, sur le terrain? Pourquoi est-ce que vous n'organisez pas, par exemple, des marches pacifiques pour évidemment dénoncer, contester cette mascarade? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce qu'à un moment donné, on a bien l'impression que les leaders de l'opposition congolaise, c'est beaucoup plus des commentateurs de l'actualité politique. Il n'y a pas de politique en dehors des réalités. Je vous ai rappelé que le peuple congolais était au bord d'aller dans la rue. On a organisé à travers tout le territoire national des massacres de jeunes. Et ces massacres de jeunes ont eu pour conséquence de terroriser la population.
Et nous avons vu à un moment donné des chefs militaires faire des déclarations que vous avez annoncées d'ailleurs, dans lesquelles ils promettaient toute la violence possible, le déchaînement des violences contre les populations. Dans un tel contexte, il serait irresponsable de demander aux personnes d'aller dans la rue. Bien entendu que si un événement particulier se produisait et que des individus de façon spontanée réagissaient à ces événements, tels qu'on l'a vu en Tunisie par exemple, ou encore qu'on vient de le voir à Madagascar, si une situation de cette nature se produisait, les leaders politiques seront en phase avec les populations. Mais dans la mesure où des massacres venaient d'être commis et nous étions témoins de cela, et nous vivons dans le cadre des actions politiques, nous sommes en contact avec les populations, avec des dirigeants qui sont sur le terrain. Donc, me concernant, je réside assez souvent au Congo. En ce moment, je suis au Congo. Donc, quand vous êtes au contact de ces populations et que vous voyez ce qui est en train de se passer, ça aurait été irresponsable de leur demander à ce moment-là d'aller dans la rue parce qu'il ne faudrait pas confondre les temporalités. Il faudrait avoir la maîtrise du temps et ne pas confondre la précipitation avec l'accélération. Il ne faut pas se précipiter lorsque la situation ne s'y prête pas. Est-ce que je suis en train de comprendre par là, maître, que finalement cette opération a dissuadé également les opposants que vous êtes, c'est ça? Un peu, comme qui dirait, la peur, cela vous a foutu la peur, s'il faut le dire, alors qu'ici même, sur ce même plateau, vous disiez, si nécessaire, vous feriez don de votre vie pour sauver le Congo. Est-ce que c'est en observant, en étant passif, parce que quelque part, se mènent des opérations je dirais dangereuse, qu'on ne peut pas mobiliser la population et qu'il n'y a pas d'autres moyens, bien sûr, c'est-à-dire d'autres possibilités de mobiliser les Congolais? Je m'en tiens à la déclaration que j'ai faite publiquement concernant le don de ma personne pour offrir une direction politique à la population de notre pays afin que nous puissions sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Toutefois, je dois insister sur la nécessité de distinguer la bravade à laquelle je ne m'abaisse pas, parce que ce n'est pas une vertu, du courage qui est nécessaire en politique. Et je ne pense pas que vous me taxerez d'en manquer, parce que, à la différence de ceux qui se réfugient derrière leurs écrans pour dire tout le bien qu'ils pensent du Congo, pour ne pas dire le mal, me concernant, je prends sur moi, avec tout ce que cela peut comporter comme risques et conséquences, de me rendre régulièrement au Congo et de tenir sur le territoire national les propos que je tiens. Toutefois, nous avons un devoir de responsabilité. Nous n'avons pas seulement une obligation de moyens à l'endroit des populations et loin d'une obligation de résultat, mais nous avons une obligation de moyens, mais aussi le devoir de responsabilité. Dans ce contexte, vous ne pouvez pas, lorsque vous avez affaire à un système qui n'hésite pas à employer les moyens les plus forts ou les plus cruels pour se maintenir, dans un moment particulier, vous n'allez pas demander aux populations d'aller à la rencontre de cette brutalité ou de cette cruauté, ou encore vous-même n'allez pas vous livrer à une bravade qui serait finalement stupide. Cependant, quelle que soit la cruauté de ce régime, il faut l'affronter. Et c'est ce que nous faisons. Mais nous le faisons avec les moyens dont nous disposons. Aujourd'hui, il est question de permettre aux Congolais de comprendre la nécessité de mettre fin au régime.
et nous accomplissons cette responsabilité, nous nous acquittons de ce devoir, je pense, d'une façon qui ne se prête pas à tant de critiques, même si vous êtes sévère avec moi aujourd'hui. Merci, Maître. Alors, venons-en à la question des violations des droits humains qui semblent être désormais banalisées au Congo-Brazzaville, notamment à travers les opérations criminelles, il faut le dire comme ça, orchestrées par la DGSP. Alors que les jeunes supposément délinquants sont tués sans procès, sans état d'âme, disent-ils, les télévisions, j'allais parler de la télévision nationale congolaise, diffusent en parallèle un reportage sur un centre de formation et de réinsertion des jeunes en conflit avec la loi que je vous propose de suivre un reportage avant de vous poser la question là-dessus. Suivez. Les 40 bâtiments sortis de terre et 9 réhabilités sont complètement achevés et meublés de bout en bout. L'inauguration de ce premier centre d'insertion et de réinsertion sociale des jeunes et l'arrivée des enfants conflits avec la loi ne dépendent désormais que du calendrier gouvernemental. La construction d'un centre comme celui-ci, c'est un processus. Et aujourd'hui, le centre est terminé. Il faut revaloir au président de la République l'idée d'avoir décidé de mettre en place les centres de ce genre pour sauver une frange de la jeunesse en perdition. Et arriver à ce niveau, il serait contre-productif et incompréhensible que le centre ne soit pas opérationnalisé, que les jeunes ne soient pas déjà insérés dans le centre. Les encadreurs militaires formés en Corée du Sud, spécialisés dans le changement de mentalité en place depuis des mois et qui assurent également la sécurité des lieux, n'attendent que les pensionnaires. Nous sommes dans le doctorat de la première compagnie du groupement des pensionnaires d'Aubéville. Voilà, Maître, comment peut-on expliquer un tel paradoxe? Dans le même temps, on semble faire une certaine propagande autour d'un centre de formation et de réinsertion des jeunes en conflit avec la loi, et dans la même période, on est en train de les tuer sans procès, c'est-à-dire on les arrête arbitrairement et tout le monde sait ce qui se passe sur le terrain. C'est des enlèvements qui se font nuitamment, parfois aux premières heures de la matinée. Ils sont exécutés sans procès, c'est-à-dire sans jamais être devant voilà, le tribunal pour s'expliquer. Et là, on nous présente un centre de formation et de réinsertion de ces jeunes. Là, vous ferez appel presque à mon instinct d'avocat pour dire que nous avons là la preuve patente de l'élément intentionnel du crime. Et je parle ici du crime contre l'humanité que je n'ai cessé de décrire sur votre plateau parce que je vous disais que ce qui se faisait, c'était un crime contre l'humanité. Et la preuve qu'on a aujourd'hui, c'est que le même régime qui a massacré ces jeunes, juste 2 ou 3 mois après les avoir massacrés massivement par centaines, inaugure un centre qui est censé les accueillir. Et nous nous souvenons qu'il y a plus d'1 an, il avait été annoncé que des travaux devraient être faits pour remettre ce centre en état de les accueillir. À près de 10 km de Madingo Centre se trouve le centre d'insertion et de réinsertion sociale des jeunes d'Aubéville. Doté d'une capacité d'accueil estimée à 400 jeunes, ce centre qui est né de la volonté du chef de l'État Denis Sassou Nguesso s'apprête à recevoir la première cohorte des jeunes en conflit avec la loi, couramment appelée bébés noirs. Ça veut dire que ce régime sait qu'il existe des moyens de réinsertion de la jeunesse délinquante ou criminelle, mais qu'il a délibérément fait le choix de les massacrer. Et en les massacrant alors qu'il y avait un centre qui était en train d'être mis en état pour les accueillir, on comprend bien que l'opération Zéro Koulouna n'avait pas un objectif de lutte contre la criminalité, mais il visait bien à terroriser les populations telles que je le disais tout à l'heure, et qu'en matière de crimes contre l'humanité, ceci vient ajouter une circonstance aggravante. Il y avait un centre qui était en train d'être mis en état pour les accueillir, et délibérément, vous avez décidé de les massacrer et de profaner leurs dépouilles. Et pour faire un parallèle, il y a un peu plus d'1 mois en arrière,
l'ancien président des Philippines, le président Duterte, je pense que vous vous souvenez qu'à son arrivée au pouvoir, il y a une dizaine d'années en arrière, il avait décidé de mener la lutte contre les trafiquants de drogue aux Philippines et les consommateurs de drogue. Et on n'utilisait pas d'autres formes de procès que l'élimination sur le champ, sur place. Et tous ceux qui étaient pris en flagrant délit de trafic de drogue ou des personnes qui étaient hors d'esprit pour avoir consommé des substances étaient exécutés sur place. Il y a eu comme ça près d'une centaine d'exécutions. Aujourd'hui, il est à La Haye parce que c'était un crime contre l'humanité. Il avait ciblé une population, les consommateurs et les trafiquants de drogue. Il avait arrêté une méthode d'opération à leur endroit, l'exécution. Quand vous comparez ça à l'opération Zéro Kuluna, c'est exactement la même chose. On a ciblé une population civile, les Kuluna, on a désigné un organe des forces armées pour s'abattre sur ces populations civiles et la consigne a été claire, il fallait les exécuter. Et de surcroît, on est allé jusqu'à la profanation des dépouilles. Et donc, quand vous rappelez cet élément, ça me fait penser au renforcement de la qualification des faits et la circonstance aggravante de l'élément intentionnel. Alors, dans le même contexte, la DGSP, la ministre privée de Denis Sassou Nguesso, a déclaré, juste après le scrutin, bien entendu, du 15 mars dernier, qu'elle intensifierait ses opérations, comme vous le savez, qui consistent essentiellement à tuer sans procès et sans état d'âme les jeunes présumés en conflit avec la loi. Alors, sur le terrain, tout le monde est en train de voir comment ils agissent. Et leur mode opératoire, la façon dont ils traitent, malheureusement, même les jeunes entrepreneurs qui se débrouillent, notamment des mototaxis comme des esclaves, sinon pire que des esclaves, que je vous propose d'ailleurs en extrait de vidéo et on revient sur le plateau. Alors, maître Charles-Anissé Poitiers-Amar, quelle analyse politique et juridique vous inspire cette approche du régime PCT qui présente cette opération comme une initiative visant à rétablir l'ordre dans le pays? Il confirme les caractéristiques du régime. Je vous disais que c'est un régime violent, c'est un régime incompétent et un régime qui marche à reculons. Donc, concernant cet aspect des droits de l'homme, évidemment, je le redis, nous sortons de la civilisation, parce que la civilisation, c'est le procès. La civilisation, c'est l'état de droit. Quoi qu'on reproche à un individu, on lui donne l'occasion de présenter sa défense devant une juridiction indépendante. Alors, lorsque les gens procèdent tels que vous le décrivez et tels qu'on le voit dans les images, nous sortons de la civilisation. Et les régimes totalitaires tels que celui de Brazzaville ont pour attribut ou pour marque, ont laissé pour marque dans l'histoire de faire reculer les sociétés. Et d'ailleurs, la campagne qu'ils ont menée dernièrement, elle avait pour intituler ou encore pour slogan accélérons la marche.
Avant, c'était continuons la marche. Ensemble, continuons la marche. Et là, c'était accélérons la marche. Et c'est le drame dont les Congolais doivent se saisir parce que ce n'est pas une marche en avant, c'est une marche en arrière. Ils ont continué la marche en arrière et là, ils annoncent qu'il faut accélérer la marche en arrière. Parce que quand vous regardez, nous sommes à une époque de l'économie de la connaissance. L'économie de la connaissance suppose des centres de production de la connaissance. Et parmi ces centres de production de la connaissance, il y a l'université. M. Sassou Nguesso est revenu au pouvoir en 1997. Donc, il a été le président de la République du Congo au moment où le Congo est entré dans le 21e siècle. Et 25 ans plus tard, donc le premier quart de siècle a été consommé. Si vous faites son bilan en rapport avec la production des connaissances, le Congo n'a déposé aucun brevet nulle part dans le monde. L'économie de la connaissance est une économie qui se mesure par le nombre de brevets que vous enregistrez. La compétition entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui, c'est le nombre de brevets enregistrés. Dans les 25 dernières années, le Congo n'a enregistré aucun brevet au titre de la production des connaissances. Donc, quand il nous dit « accélérons la marche », ça va être l'accélération de la marche en arrière. Et c'est pour ces raisons que les Congolais ne peuvent pas se permettre, c'est un luxe pour un pays pauvre qui veut se développer, de s'autoriser un président de la République qui vous fait perdre un quart de siècle. Parce que de quart de siècle en quart de siècle, nous allons perdre tout ce siècle. Parce que dans sa logique, c'est le régime dont il est le chef qui doit se maintenir même après lui. Or, c'est un régime qui nous fait perdre du temps. Je vous donne un autre indice. En 1992, pendant la campagne électorale, le professeur Pascal Lissouba annonçait aux Congolais qu'à l'avenir, les femmes auraient des téléphones portables dans les champs. Et en cela, il disait aux Congolais, nous devons investir dans la science et la technologie parce que c'est ça notre avenir. Pendant que certains regardaient le pétrole, lui regardait la science et la technologie et disait que c'est là notre meilleur gisement de production de richesse et de croissance. Aujourd'hui, 34 ans après cette annonce, où se trouve le Congo dans le rapport à la science et la technologie? Ce sont des vocables qui ont même disparu du discours public, alors que tous les responsables publics devraient nous parler tout le temps de science et de technologie, et non pas seulement en parler, mais organiser les mécanismes de production de connaissances et des mécanismes permettant aux Congolais de s'investir dans ces champs-là. Je vais terminer par les nanotechnologies. Ceci, je vous parle de science et de technologie. Vous comprendrez que je ne peux pas ne pas vous parler des nanotechnologies. C'est quoi les nanotechnologies? C'est des technologies qui font qu'on peut aller à un niveau de la matière on va dire, miniaturisé, à un niveau plus fin de la matière, non connue jusqu'à présent. Et à ce niveau-là, la matière se comporte différemment et on parle des nanomatières. Ça veut dire que vous prenez l'or tel que nous le connaissons, il a certains attributs et se comporte d'une certaine façon. Mais si vous le prenez au niveau miniaturisé, donc l'or en nanomatière, il se comporte différemment de l'or tel qu'on le connaît. Avec les nanomatières, c'est comme si on avait multiplié le tableau de Mendeleïev par 2. Ça veut dire que les matières premières qui sont recherchées dans le monde, aujourd'hui, non seulement vous avez celle du tableau de Mendeleïev et toutes les nouvelles matières qui apparaissent, mais en plus, le tableau lui-même a été multiplié par 2. Donc, c'est comme si on avait la planète en 2, parce que les matières qui sont disponibles peuvent être utilisées aujourd'hui de façon exponentielle. Donc, même quand je dis multiplié par 2, je ne dis rien de la réalité, puisque c'est exponentiel. Donc, on a accès à beaucoup plus de matière dès lors qu'on peut accéder au niveau nano. Mais vous avez un gouvernement
qui ne vous parle pas de ces choses-là? Pendant que tout le monde est en train de se ruer à la maîtrise des nanotechnologies, parce que c'est comme aller sur une nouvelle planète, un peu comme lorsqu'on parlait du nouveau continent en Amérique, tous les Européens allaient à la découverte de l'Amérique. Et quand on a parlé de l'espace, tout le monde fait la ruée vers l'espace. Et là, on vous parle du niveau nano qui est comme un nouvel espace à conquérir. Vous n'entendez pas ça dans le discours public. Et c'est ça, aller en avant. Alors, si vous n'allez pas dans cette direction, mais vous accélérez la marche en arrière. Évidemment, lorsque vous parlez des sciences et de la technologie, tout le monde sait actuellement, il y a des gouvernements, je pense un peu au gouvernement japonais et même ici aux États-Unis, c'est que de plus en plus, on est en train d'obliger cette fois-ci d'insérer dans les programmes de formation les nouvelles technologies, notamment, comment on appelle ça, l'intelligence artificielle. Et L'intelligence bien curieusement, artificielle. au Congo, on est encore à l'étape où on peut couper Internet juste pour frauder au cours voilà, d'une élection et avec tous les risques que cela comporte, bien entendu. On comprend aisément ce que vous êtes en train de dire. Je ne sais pas si c'est un gouvernement ou un régime qui a eu une vision, mais ça m'étonnerait. Et je comprends aussi ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure lorsqu'on dit d'accélérer la marche. Bon, si on commence à accélérer la marche en coupant d'abord Internet et l'électricité, bon, voilà, à ce moment-là, on peut se poser quand même mille et une questions. Et comment vous avez perçu cela, la coupure d'Internet, hein, le courant aussi, c'est ce qu'on nous a dit, pendant cette période, notamment sur l'économie congolaise, mais aussi l'impact que cela a eu sur le scrutin? J'ai vécu ça comme un véritable choc intellectuel. Un choc intellectuel de se retrouver à notre époque avec des gens qui peuvent penser de cette façon-là. Parce que même pour tricher, ils n'ont pas besoin de couper Internet. Il y a des régimes dans le monde qui arrivent à faire des manipulations électorales, mais sans couper Internet. Alors, couper Internet ne relève pas nécessairement du génie. On ne peut pas dire que ce soit un coup de génie, là. C'est vraiment pas un coup de génie. Je ne veux pas dire le contraire pour le respect des personnes, mais ce n'était pas un coup de génie. C'est aussi dans l'esprit d'accélérer la marche en arrière, donc sortir de la civilisation, parce que quand vous êtes coupé de la connexion au monde, c'est comme si on vous avait sorti du monde. Vous savez, la différence entre la vie et la mort, c'est simplement un problème de communication en réalité. Quand vous êtes face à un cadavre, vous le voyez, il est bien présent, mais vous ne pouvez pas communiquer avec lui. Et pour ceux qui croient aux choses de l'esprit, ils disent que lui aussi vous voit, mais ne peut pas communiquer avec vous. En tout cas, il y a une limite à ce moment-là. Donc, couper Internet, c'est tuer des gens pendant un certain temps, c'est tuer simplement. Regardez, il y a l'un de mes amis congolais qui a étudié à Cuba, qui est un grand chirurgien, qui aujourd'hui travaille à travers le monde, qui réalise des chirurgies à distance. Il vit dans un pays, je ne veux pas donner plus de détails, il vit dans un pays et de ce pays, il est dans son bloc opératoire avec les équipements technologiques nécessaires et il opère des gens en Inde, aux États-Unis et un peu partout. Et la télémédecine. Imaginez, voilà, la télémédecine. Imaginez que ce médecin se trouvait au Congo à ce moment-là et qu'il avait installé son bloc opératoire au Congo. Devant sa machine, il y a coupure d'Internet. C'est des choses qui sont simplement impensables. On sort de la civilisation et ça se passe de mots. Maître Alice Poitiers Amar, nous sommes presque à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et du Québec, expert en relations internationales et en diplomatie. Juste évidemment un commentaire, pourquoi pas une analyse globale, j'allais dire, sur la situation au Moyen-Orient au 28e jour de la guerre déclenchée, comme vous le savez, par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Quelles conséquences également pour le Congo, un pays, comme vous l'avez démontré tout à l'heure,
totalement fragilisé. D'abord, la lecture globale sur la situation au Moyen-Orient. Oui, en partant du général au particulier, globalement, on va dire qu'il y a là une manifestation d'un monde en transformation. Le monde est en train de changer sous nos yeux. Ça me fait penser tout de suite au concept que l'on appelle en relations internationales et en géostratégie le piège de Thucydide. On l'appelle aussi le dilemme de sécurité. Le dilemme de sécurité, c'est quoi? C'est quand un État commence à s'armer, l'État voisin s'inquiète de sa montée en puissance et lui aussi commence à s'armer pour éviter de subir les conséquences du surcroît de puissance de son voisin. Et dans cette logique, chacun voit ce que fait l'autre et il s'arme pour prévenir les conséquences négatives. Et ça alimente la course aux armements. Et dans le jeu de puissance entre les grandes puissances, le piège de Thucydide est permanent, le dilemme de sécurité est permanent. Nous avons une donne aujourd'hui, c'est que l'Amérique est le seul hégémon dans le monde. L'hégémon, c'est la puissance qui, sur un continent, a le contrôle de la totalité du continent et personne sur le continent n'a la capacité de lui nuire ou de lui résister. Et l'Amérique a pensé sa puissance et a fait volonté de puissance en s'armant et en faisant en sorte que sur l'ensemble du continent, que personne jamais ne se dote de la capacité de lui résister. Ce qui fait que sur tout le continent américain, il n'y a que l'Amérique qui a la puissance nucléaire. Tous les autres ont le nucléaire civil, quelques-uns comme le Brésil, mais personne n'a la puissance nucléaire, personne n'a la bombe atomique. Donc ça facilite les opérations américaines sur le continent. On a vu ce qu'ils ont fait au Guatemala en 1954, ce qu'ils ont fait au Chili en 1971, ce qu'ils viennent de faire au Venezuela. Et le continent leur reste acquis, c'est donc un hégémon. Et en tant qu'hégémon ou hégémon, comme on le dit parfois en français, en tant qu'hégémon, l'Amérique doit s'assurer qu'il n'y ait jamais aucun autre hégémon nulle part ailleurs dans le monde. Pour cela, elle doit veiller à ce qu'en Europe, par exemple, lorsqu'il y a eu la montée des nazis et que Hitler poursuivait le même objectif de faire de l'Allemagne un hégémon européen, les Américains n'ont pas hésité à aller avec les Alliés combattre les Allemands pour vaincre Hitler parce que Hitler aurait gagné, ce serait un deuxième hégémon qui serait apparu sur la planète. Et là, la Chine réunit toutes les conditions pour devenir un hégémon. Or, la Chine n'a pas d'énergie. Elle est en train d'accélérer sa production d'électricité, notamment en matière nucléaire. Elle construit aujourd'hui presque une vingtaine de centrales nucléaires par an, alors que l'Amérique n'arrive plus à en produire 2 ou 3 par an. Donc la Chine, aujourd'hui, est en train d'accumuler sa capacité de production d'énergie. Or, à l'époque de l'intelligence artificielle, celui qui a l'énergie contrôle l'intelligence artificielle parce qu'elle consomme beaucoup d'énergie. Et de ce point de vue, la Chine est en train de prendre de longueur d'avance parce que sa capacité de production d'énergie est de très loin supérieure à des groupes d'États ensemble. Elle produit beaucoup plus d'énergie que les pays européens, par exemple, en ce moment ensemble. Alors, si la Chine devenait un hégémon dans l'Asie du Sud-Est, et l'Asie du Sud-Est, c'est là que se trouve le cercle de Pieris. Le cercle de Pieris, c'est l'endroit de la planète où vous avez la plus grande concentration de population au kilomètre carré. Et cet endroit, en ce moment, c'est l'Asie du Sud-Est. Et donc, la Chine devenant l'hégémon de l'Asie du Sud-Est sera un hégémon beaucoup plus puissant que les États-Unis en Amérique. Et les Américains ne veulent pas de cet avènement. Pour cela,
ils s'en prennent à tous les partenaires de la Chine qui permettent à la Chine de s'approvisionner en énergie et de pouvoir construire ses centrales nucléaires. Donc, ils s'en sont pris au Venezuela. Là, ils s'en prennent à l'Iran. L'on regarde l'Iran, mais en réalité, la cible, c'est la Chine. Et c'est donc un monde qui est en pleine transformation sous nos yeux. L'Amérique qui ne veut pas mourir en tant que puissance, la Chine qui est déterminée à devenir une puissance. Il faut se souvenir du discours de Xi Jinping qui dit que au cours de ce siècle, la Chine va rattraper son retard. Et si je ne me trompe pas, c'est en 2049 que la Chine devra atteindre le maximum de sa puissance, l'apogée de sa puissance telle que fixée par Xi Jinping. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a modifié la Constitution pour se maintenir au pouvoir jusqu'à cet avènement. Donc il ne se maintient pas pour lui, mais il se maintient pour conduire son peuple à ce niveau de puissance. Donc ça, c'est l'analyse globale que je fais de la guerre en Oui, Iran. je voudrais que vous nous disiez également ce que vous pensez au regard, bien sûr, l'évolution du conflit. Là, je parle carrément du conflit, c'est-à-dire l'affrontement entre les États-Unis, donc la coalition israélo-américaine, contre l'Iran. Quelle pourrait être l'issue de cette guerre? Vous pensez que l'Iran pourrait plier ou L'issue ne pourra être que diplomatique. D'ailleurs, Donald Trump a annoncé des pourparlers. Là, nous sommes dans l'accélération de la phase de l'intervention de la phase diplomatique. Dans d'autres contextes, cette guerre aurait pu prendre des d'autres pourparlers tournures. niés par l'Iran? Parce que la diplomatie d'ordinaire, c'est le domaine du secret, ce n'est pas le domaine des médias. Donc, s'il y a quelqu'un qui ici a un comportement iconoclaste, c'est Donald Trump, parce que logiquement, en plein affrontement, les protagonistes se parlent toujours, mais ne l'annoncent pas nécessairement. Alors que les Iraniens puissent le nier, ce n'est pas surprenant. Que Donald Trump puisse l'annoncer, ce n'est pas surprenant non plus compte tenu de sa personnalité et de sa diplomatie généralement transparente. Et je disais qu'on ira nécessairement vers cela parce que la guerre en tant qu'instrument pour faire plier l'adversaire a très peu de chances d'atteindre cet objectif en Iran. Simplement parce qu'il ne sera pas possible de déployer des centaines de milliers d'Américains sur le terrain iranien. C'était facile de le faire en Irak parce que l'Irak était encerclé d'alliés américains. Il y avait des bases américaines autour de l'Irak, donc c'était facile de déplacer les troupes qui étaient dans les bases pour qu'elles entrent en Irak. Or, l'Iran se trouve dans une position où tous ses voisins n'ont pas de base américaine et ne sont pas dans les dispositions d'accueillir les Américains pour qu'ils aillent en Iran. Ce qui fait que la porte d'entrée pour l'Amérique afin de toucher l'Iran, donc de ramener des troupes sur le terrain, c'est de passer par le détroit d'Ormuz qui est contrôlé par l'Iran justement. Et donc ici, il y a un véritable dilemme. L'Amérique a la capacité de frapper par les airs l'Iran et d'endommager sérieusement le pays, mais la capacité d'aller sur le territoire, là, il faudrait que ce soit vraiment une guerre formelle menée par l'Amérique, telle qu'ils sont allés en Allemagne. Donc, ils déplacent des centaines de milliers de troupes. Si on en arrivait là, l'Amérique pourra le faire. Mais Donald Trump n'est pas dans les dispositions de le faire parce que le peuple américain n'est pas prêt à voir mourir de centaines de milliers ou de dizaines de milliers d'Américains pour des choses qui sont hautement stratégiques et que les peuples ne comprennent pas. Quand les Américains étaient allés au Vietnam, c'était hautement stratégique. Donc, l'intelligentsia américaine, tout le monde le comprenait. Mais le peuple américain ne comprenait pas qu'est-ce que les Américains allaient faire en Asie. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Il y avait quoi au Vietnam pour que les boys aillent mourir là-bas? Et aujourd'hui, les Américains ne comprennent pas
les aspects que je vous expliquais sur les enjeux de pouvoir et de puissance d'hégémon entre la Chine et les États-Unis, les politiques comprennent ça, les stratèges le comprennent. Mais le monsieur qui mange son hamburger dans le McDo, il se demande qu'est-ce qu'on va faire en Iran. Merci, on va donc terminer sur les conséquences, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les pays, j'allais dire, africains en général, mais le Congo en particulier, un pays fragilisé. Sur le Congo en particulier, il y a une bonne et mauvaise nouvelle. C'est en tout cas, ça vous donne un goût doux amer, dans le sens que cette guerre augmente les recettes pétrolières du Congo. Et à Brazzaville, tout le monde est heureux parce qu'ils attendent ce genre de situation. J'ai déjà dit sur votre plateau qu'on a à Brazzaville un régime qui se réjouit des malheurs des autres, parce que les malheurs des autres sont une source de recettes pour eux. Et donc, à Brazzaville, tout le monde est heureux avec ce qui se passe en Iran et ils font tout ce qu'ils peuvent dans leurs prières pour que ça dure. Or, ça ne va pas durer parce que c'est ni dans l'intérêt des Américains ou des Iraniens que ça puisse durer. Donc, ça ne va pas durer, mais dans l'entretemps, ils vont avoir de l'argent et pour ceux qui sont au Congo, il y aura des recettes nouvelles qui vont permettre de payer les pensions de retraite, qui vont permettre de couvrir certaines dépenses. Parce que souvenez-vous que en 2022, l'irruption de la guerre en Ukraine a eu pour conséquence les sanctions contre la Russie qui ont empêché l'arrivée du pétrole russe sur le marché. Et la diminution de la quantité de pétrole sur le marché a, par effet mécanique, augmenté les prix du baril de pétrole et le Congo a reçu beaucoup d'argent dans cette période, ce qui lui a permis de tenir jusqu'en 2026. Parce qu'il n'y aurait pas eu la guerre en Ukraine, la misère que les gens connaissent au Congo aurait été le double ou le triple de ce qu'elle est, et peut-être que les Congolais seraient déjà sortis dans la rue. Et mais c'est ce paradoxe, bête, Charles. Anissé Poitiers-Amar, c'est quand même un paradoxe parce que lorsque vous rappelez 2022, c'est la période où le pétrole, le baril du pétrole s'est vendu jusqu'à 115 $. Mais curieusement, au Congo, on n'a pas senti la différence. C'est toujours dans une misère, dans la précarité. Mais non, monsieur Kérin, non. On a pu payer les pensions de retraite et les salaires de la fonction publique parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine. Il n'y aurait pas eu de guerre en Ukraine, le Congo, sa situation de cessation de paiement se serait aggravée à la fin de l'année 2022. C'est la situation de l'Ukraine qui a permis à M. Sassou Nguesso de rester au pouvoir jusqu'à maintenant. Parce que la crise dans laquelle les Congolais se seraient retrouvés en 2022-2023 aurait fait que les gens seraient sortis dans la rue. Et là, ce qui va se passer avec cette guerre en Iran, c'est que le Congo va recevoir de l'argent et donc il y aura le paiement certainement de quelques mois d'arriérés de pension de retraite et puis on va payer régulièrement les salaires de la fonction publique, ce sera la conséquence. Mais plus loin, dans la lecture des affrontements eux-mêmes, le Congo devrait voir que l'Iran, qui n'est pas un pays catalogué parmi les superpuissances, est en train de résister aux États-Unis grâce à quoi? La science et la technologie, encore une fois. Parce que les Iraniens ont investi sérieusement dans la production des ingénieurs. C'est l'un des pays qui produit le plus grand nombre d'ingénieurs par an dans le monde. Et donc, les ingénieurs iraniens sont allés dans la production des drones, par exemple. Aujourd'hui, ils vont jusqu'à la production des drones sous-marins et ça leur donne la capacité de résister à une puissance comme l'Amérique. Et là, ça rappelle ce qu'on appelle couramment en relations internationales la revanche des faibles. Personne n'est jamais suffisamment faible pour être écrasé par le plus fort. Il est toujours possible pour le plus faible de résister, surtout
s'il investit suffisamment dans la connaissance, la maîtrise des sciences et des technologies. Le Congo est un pays avec un très bel avenir. Mais pour cela, il nous faut notre armée d'ingénieurs. Nous devons investir massivement dans les sciences et la technologie. Merci, Maître Charles Anissé Poitiers-Amar, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à mes questions. À moins que vous ayez une préoccupation de dernière minute, je vous laisse les secondes qui nous restent. Je continuerai à parler de sciences et de technologie pour insister sur la nécessité de maîtriser l'économie de la connaissance. Nous sommes à cette époque de l'économie de la connaissance. Le pétrole, c'est très bien, mais c'est une matière épuisable. La science et la technologie, c'est des sources inépuisables. La connaissance est une source de richesse inépuisable. En 92, je le rappelais sur votre plateau, lorsque le président Pascal Lissouba parlait de sciences et de technologie, Michael Zuckerberg venait de naître. Et pendant les 34 ans que le Congo a perdu, Michael Zuckerberg est allé dans la maîtrise des sciences et des technologies. Il est devenu aujourd'hui l'un des hommes les plus riches de la planète. Ça veut dire que si on avait investi dans les sciences et la technologie, pendant les 34 dernières années, on aurait pu produire des personnes de cette envergure. Et il ne faut pas en douter parce que ce n'est pas parce que quelqu'un naîtrait en Afrique qu'il ne peut pas devenir l'homme le plus riche du monde. L'homme le plus riche du monde aujourd'hui est né en Afrique. Elon Musk est né en Afrique du Sud. C'est un Africain qui est l'homme le plus riche du monde. Donc, on peut naître sur ce continent, dans ce pays, et en allant dans les sciences et la technologie, l'économie de la connaissance, nous pouvons produire des personnes de cette envergure et cette économie de la connaissance. Un seul individu peut tirer tout le Congo vers le haut. Il faut croire en cela et investir dans les sciences et la technologie. Merci, tout est question de vision pour développer un pays et c'est ce que j'ai cru comprendre. Il faut plutôt investir dans la formation. Actuellement, la matière grise peut basculer, sinon faire évoluer les choses. En tout cas, grand merci d'avoir été avec nous encore aujourd'hui, surtout d'avoir pris tout ce Merci à temps vous, pour M. répondre à Perrin. nos questions. C'est toujours un Mesdames, plaisir. je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement. Merci.